Au sommaire de cette édition en Angola, les dépouillements ont débuté dans la soirée de mercredi après la fermeture des bureaux de vote. Les premiers résultats du scrutin sont attendus d'ici vendredi. Au Nigeria, le gouvernement n'a pas tenu hier son conseil hebdomadaire des ministres. Le président Buhari a annulé cette réunion du Conseil fédéral de l'exécutif, la première depuis son retour. En RDC, l'ONU a défendu son intervention dans la région de Kasaï. Une année après l'éclatement des violences, elle appelle les autorités à mieux assurer la sécurité de la population. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de nous renouveler votre fidélité sur SICA. On démarre ce journal par l'Angola où ils étaient plus de 9 millions d'électeurs convoqués hier aux urnes à l'occasion d'un scrutin qui devait permettre au pays de tourner la page de la présidence de José Eduardo Santos. Les dépouillements ont débuté dans la soirée de mercredi. Les premiers résultats de ces élections générales sont attendus d'ici vendredi. Reportage. Les Angolais ont voté mercredi pour choisir un successeur au président José Eduardo dos Santos. Les bureaux de vote ont lentement commencé à fermer après 17h GMT, au terme d'une journée de scrutin où ils n'ont pas fait le plein des 9,3 millions d'électeurs inscrits. C'est avec beaucoup de fierté. C'est la 4e fois que je le fais. J'espère au final que ça va contribuer au développement de notre pays. C'est vraiment un plaisir, un jour de fête. Eduardo dos Santos, le président sortant qui a décidé de prendre sa retraite, a déposé son bulletin dans l'urne en début de matinée dans une école du centre de la capitale. Son très probable successeur, João Lourenço, qui s'est dit serein, l'a imité une heure plus tard dans un autre bureau de vote de Luanda. Le candidat de l'opposition angolaise, Abel Chivukuvuku, s'est livré à la presse après avoir accompli son vote. Ça n'a pas de sens. 42 ans après l'indépendance, les Angolais souffrent encore de telle manière que ça n'a pas de sens. Surtout quand nous avons un pays potentiellement riche. Si on regarde bien les choses, le CASA-CE est la force politique la plus moderne, la plus évoluée, la plus élevée que toutes les forces politiques devraient copier, puisque nous avons apporté une dimension d'allégresse au cours de tout ce processus, mais aussi de responsabilité et ce que nous comptons faire pour tous à l'avenir. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Le dépouillement a immédiatement débuté et devrait livrer ses premiers résultats d'ici vendredi. Je vous le disais en titre, au Nigeria, le gouvernement n'a pas tenu hier son conseil hebdomadaire des ministres. Et pour cause, le président Mamadou Buhari a annulé cette réunion du Conseil fédéral de l'exécutif qui devait être son premier rendez-vous avec le gouvernement depuis son retour au pays après plus de 3 mois passés à Londres. Pour beaucoup d'observateurs, cette nouvelle annulation prouve que l'ancien général n'a pas encore une santé suffisante pour assurer la présidence. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annulé mercredi la tenue du Conseil hebdomadaire des ministres qui devait être son premier rendez-vous avec le gouvernement depuis son retour au pays après un congé maladie de plus de 3 mois. Dans un court communiqué, la présidence qui a fait savoir que la réunion du Conseil fédéral de l'exécutif n'aura pas lieu a précisé qu'en lieu et place, le président Buhari va recevoir un rapport sur une enquête menée pour corruption. Le président qui a repris officiellement ses fonctions lundi, après avoir délégué ses pouvoirs à son vice-président Yemi Osinbajo pendant plus de 100 jours, a travaillé depuis la maison selon ses proches. Pour plusieurs analystes politiques, cette nouvelle annulation est le signe de ce que le chef de l'État nigérian n'a pas une santé suffisante pour assurer la présidence. Il a toutefois reçu mardi les responsables de la sécurité, leur donnant l'ordre de s'occuper des violences ethniques et sécessionnistes qui s'aggravent à travers le pays. Le président Buhari a été absent du Nigeria 2 fois cette année pour suivre à Londres un traitement médical dont on ignore toujours la nature.
Le Tchad a décidé ce mercredi de fermer l'ambassade du Qatar à N'Djamena. N'Djamena a donné 10 jours au personnel pour quitter le pays, accusant Doha de déstabilisation du Tchad à partir de la Libye. Plus de précisions à travers cet élément. C'est le chef de la diplomatie tchadienne, Hissène Brahim Taha, qui a notifié la décision à l'ambassadeur du Qatar à N'Djamena ce mardi 23 août en fin de journée. Le personnel diplomatique qatari a 10 jours pour quitter le pays et le Tchad va aussi rapatrier son personnel diplomatique en poste à Doha. Selon le communiqué de la diplomatie tchadienne, cette décision est prise en raison de l'implication continue de l'État du Qatar dans les tentatives de déstabilisation du Tchad depuis la Libye. Pour rappel, des informations faisant état de regroupements de mouvements rebelles tchadiens aux confins du Soudan et de la Libye circulent avec insistance depuis plusieurs mois. Ces derniers jours, des chefs rebelles tchadiens auraient également été aperçus en Libye et au Soudan. Et le 17 juin dernier, les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, ont annoncé avoir arrêté des opposants tchadiens à Seba et Al-Jofra. Pour sauvegarder la paix et la stabilité dans la région, nous appelons le Qatar à cesser toute action pouvant porter atteinte à sa sécurité intérieure ainsi qu'à celle des pays du bassin du lac Tchad et du Sahel, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le Tchad avait déjà rappelé son ambassadeur à Doha pour consultation le 8 juin dernier, s'alignant ainsi sur la position de l'Arabie saoudite dans le bras de fer diplomatique qui l'oppose au Qatar. L'Égypte a critiqué mercredi la décision des États-Unis de réduire une aide financière et de geler une assistance militaire. Le gouvernement égyptien n'a pas fourni de détails sur l'ampleur de l'aide réduite, mais selon des médias américains, Washington a gelé mardi une aide de 96 millions de dollars à l'Égypte et retardé l'octroi de 195 millions de dollars d'aide militaire en raison des préoccupations liées au dossier des droits de l'homme dans le pays. Reportage. La décision des États-Unis de réduire une aide financière et de geler une assistance militaire à l'Égypte a été critiquée mercredi par le Caire. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a regretté la décision de Washington de geler ses fonds, la qualifiant d'erreur de jugement. Le gouvernement égyptien ne fournit pas de détails sur l'ampleur de l'aide réduite, mais selon des médias américains, Washington a gelé mardi une aide de 96 millions de dollars à l'Égypte et retardé l'octroi de 195 millions de dollars d'aide militaire en raison de préoccupations liées au dossier des droits de l'homme. Cette décision intervient au moment où les deux pays tentent de normaliser leurs relations diplomatiques après plusieurs années de querelles, notamment sous l'administration Obama. Une rencontre entre une délégation américaine qui séjourne actuellement au Caire pour des discussions concernant le processus de paix au Proche-Orient et le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a pu finalement se tenir mercredi après avoir été retiré sans explication de l'agenda du ministre. La délégation menée par Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président américain Donald Trump, a également rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. En République démocratique du Congo, cette fois, l'ONU a défendu son intervention dans la région du Kasaï, une année après l'éclatement des violences dans cette région du centre de la République démocratique du Congo. Les Nations Unies ont par la même occasion appelé les autorités congolaises à mieux assurer la sécurité de la population. Le Kasaï est déchiré par des violences qui ont éclaté en septembre 2016, un mois après la mort du chef traditionnel Kamwina Nsapu, tué lors d'une opération militaire après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. Un an après l'éclatement des violences dans cette région du centre de la République démocratique du Congo, l'ONU a défendu mercredi à Kinshasa son intervention. Lors d'une conférence de presse, l'ONU dit avoir pris immédiatement des mesures pour envoyer un effectif militaire ainsi que son personnel civil dans le Kasaï, dès lors qu'elle avait eu suffisamment d'informations sur la situation qui s'embrasait et devenait de plus en plus difficile et dramatique.
La mission de l'ONU a ouvert des implantations à Chikapa, Kananga et Mbouimaï notamment, et dispose d'environ 450 hommes dans la région. La MONUSCO qui a estimé que le résultat positif et encourageant de ces actions dans cette zone a permis la réouverture des centres de santé, des écoles ou autres lieux de culte, a appelé les autorités congolaises à mieux assurer la sécurité de la population. La période des vacances coïncide au Bénin avec les tournois de football aux fins d'occuper et de motiver la jeunesse par des loisirs sains. C'est le cas à Cotonou, capitale économique du pays, où plusieurs tournois se jouent dans le littoral depuis quelques semaines. Une de nos équipes a assisté aux phases des demi-finales ce mardi. Suivons donc un extrait du membre du comité d'organisation pour plus de précision. Nous avons commencé depuis le 30 juillet 2017. Dans tout le littoral, il y a 3 tournois. C'est-à-dire qu'il y a un tournoi qui se déroule actuellement à Yagbe, à Papa, un tournoi qui se déroule à Hendé et le 3e tournoi c'est à Agla. Je suis heureux ce soir d'accueillir la télévision parce que vous avez été témoin de ce qui s'est passé. Nous sommes en train de détecter les talents à la base. Voilà l'objectif même de ce tournoi. C'est une initiative du groupe CS à Diavon. Entendez, creuser des sympathisants à Diavon. C'est le quart de finale que nous venons de jouer pour la première journée au niveau du tournoi 3. Hier, on était déjà à la finale au niveau du tournoi 2. Aujourd'hui, la finale au niveau du tournoi 1. Donc nous sommes en train de jouer maintenant les quarts de finale. Demain encore, il y a 2 matchs. Et le vendredi prochain, on démarre avec les demi-finales. Voilà, c'est sur cette activité de loisirs de vacances pour occuper sainement la jeunesse que nous mettons donc un point final à cette édition. Merci donc d'avoir suivi cette édition sur SICA. Les informations reviennent dans une trentaine de minutes.